Donc, merci à vous qui êtes à cette proposition de conférence. Donc, le thème de cette conférence, c'est inassurabilité et nouvelles vulnérabilités. Notre thématique, c'était l'innovation sociale. Et alors là, on n'est pas très nombreux. Donc, moi, je voulais vous proposer quelque chose d'un peu d'interactif parce que je voulais vous inviter à jouer à un jeu. Alors, c'est comme si on était dans un jeu vidéo, sans jeu vidéo. Donc, en plus, ici, on est sobre numériquement. Donc, on est parfait pour l'instant. Pour essayer de prendre un peu conscience de ce sujet. Donc, on va faire comme si. Donc, c'est un jeu de simulation. C'est vraiment, on va jouer avec notre petit cerveau. Toute ressemblance avec une situation donnée n'est pas forcément fortuite. Donc, l'État n'a plus d'argent. Les finances des publics, des collectivités locales, qui dépendent en partie, mais pas entièrement, de celles de l'État, pas non plus, beaucoup plus. Les tensions sur leur territoire se renforcent. Les assureurs, je vous expliquerai pourquoi les assureurs rentrent dans le jeu, mais les assureurs, petite crise de confiance. On nous dit, en tout cas dans la presse, qu'après des retraits successifs de marché, plus personne n'a confiance en eux. Et en plus, on a de leur part des peurs parce qu'on a une vague de colis piégés dans des réseaux d'assurance. Et donc, là, le marché, ça ne va pas. La stabilité gouvernementale, on n'en parle plus. La population ne sait pas trop ce que c'est. Les blocages parlementaires et les dissolutions et élections successives sont devenus le quotidien des Français. Alors, ce n'est pas fini, parce que l'effondrement de la biodiversité continue et le dérèglement climatique aussi. Et ce n'est pas encore fini, parce qu'en plus, la population vieillit. Alors, dans tout ça, petit aparté, je ne suis pas sûre que si ce jeu était sur le marché aujourd'hui, il serait financé. Et je ne suis pas non plus sûre qu'il ne serait pas accompagné d'un petit verbatim, ne pas jouer en hiver, risque de dépression saisonnière accrue. Mais vous êtes vaillants, vous êtes restés là, c'est pas encore l'hiver, on est en automne. Et donc, on va faire un petit jeu. Alors, pourquoi je vous parle de ça et qui je suis pour vous parler de ça ? Donc, je vous parle en qualité de directrice générale déléguée de Tutelaire. Tutelaire qui est un assureur, plus exactement une mutuelle, créée en 1907, qui est devenue mutuelle à mission en 2020. Donc, c'est 120 ans d'histoire, 27 ans d'expertise en dépendance. Je vais vous en expliquer un peu plus après. 330 000 adhérents. Donc, quand on parle d'expertise, on parle de choses qu'on chiffre. C'est 5% des assurés en France qui sont couverts contre la dépendance, c'est nous. Et 10% des personnes en France qui touchent une rente parce qu'ils sont en situation de dépendance, c'est nous aussi. Alors, on n'est pas arrivé sur le risque comme ça de la dépendance du jour au lendemain. Nous sommes mutuelle à mission depuis 2020. Et en fait, au cœur de la stratégie de Tutelaire, il y a l'humain et l'environnement. Même si nous sommes un assureur, ça n'est pas du tout incompatible. Alors je vais vous lire, c'est un peu fastidieux, mais notre raison d'être. Nous affirmons notre engagement humaniste pour plus de justice sociale, en imaginant des solutions solidaires et sincères de lutte contre les inégalités. Et nous souhaitons apporter aux enjeux sociétaux majeurs des réponses innovantes, techniquement maîtrisées, pour tous et accessibles à tous. Et tout ceci pour contribuer à la transformation vers un monde plus respectueux de l'humain et de son environnement. Par la force des choses, parce qu'on connaissait très bien notre population, il y a 35 ans désormais, ou un peu plus, on a commencé à voir qu'il y avait un risque, en tout cas un besoin qui émergeait, qu'on n'appelait peut-être pas encore comme ça à l'époque, et qu'il y ait donc la perte d'autonomie ou la dépendance. Notre approche, elle est assez... elle est fondée sur, donc, en tant que mutuelle. Je ne sais pas si vous faites la différence entre un mutuel et un assureur par lever de main. C'est OK si vous ne savez pas. Si vous savez, levez la main. Si vous ne savez pas, levez la main. Super. En fait, la grande différence, c'est qu'on est ce qu'on appelle un organisme à but non lucratif. Donc, imaginez une asso, mais une asso qui fait un métier un peu particulier, qui est de couvrir les gens contre des risques. Donc, c'est-à-dire un risque, c'est quelque chose qui pourrait comme ne pourrait pas arriver. Et bien ça, c'est nous. Et ça a une grande conséquence, ça veut dire qu'on n'a pas de capitaux propres, on n'a pas d'actionnaires, ce qu'on appelle non lucratif. Bien sûr qu'on doit faire des profits, puisque c'est ce qui garantit notre viabilité et celle de nos assurés,
mais nous ne versons pas d'argent à des actionnaires. Ça n'est pas notre modèle social, c'est notre modèle économique. Donc après cette petite aparté, on va reprendre le jeu. Vous vous souvenez du contexte? Vous n'étiez pas là, mais il est assez dark comme contexte. Et donc là, vous allez choisir un personnage. Donc dans votre tête pour l'instant. Soit vous êtes très très inquiet des bouleversements démographiques à venir et vous décidez de partir en lutte contre ceux-ci. Soit vous n'êtes pas particulièrement inquiet de ces bouleversements démographiques, mais en revanche, les bouleversements climatiques et le dérèglement climatique, ça, vous en dormez pas, mais vous avez votre petite épée de chevalier et vous partez en risque contre celui-ci. Alors je vais vous laisser 4 secondes, qui choisit le personnage justice sociale, lutte démographique? Par levée de main, pardon, ouais. Qui préfère le chevalier climat? Alors, au hasard, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer pour pourquoi le chevalier climat et pas le bouleversement démographique? Ça peut être très libre. Ouais, si tu veux, bien sûr. Je me dis qu'il y aura beaucoup de migration climatique, donc on pourra toujours trouver des personnes qui voudront habiter chez nous pour compenser la baisse de natalité au pire. Pragmatique. Alors je suis désolée, c'était la première feinte du jeu. Vous ne pouvez pas choisir le personnage 1 ou le personnage 2, parce que les deux, ils sont liés. Donc il va falloir choisir un nouveau personnage débloqué. Et on va partir un peu tous les deux en lutte contre ceci. Alors pourquoi c'est lié, en fait, selon vous, le risque climatique et l'effondrement démographique? Alors quelques chiffres qui vont suivre pour vous donner un peu l'ampleur du bouleversement démographique en jeu. Je ne sais plus si c'est là. Ouais. Donc en 2030 c'est demain, je ne sais pas s'il y a des élus locaux ici parmi vous, s'il y en a qui veulent. Ouais. Donc c'est dans 6 ans. Un mandat, ça va vite. Hein. Donc dans 6 ans, en 2030, on y est déjà. La France compte 6,1 millions de personnes âgées de plus de 75 ans. Non, aujourd'hui, pardon. Et en 2030, 7,2 millions. Ici, c'est les personnes de plus de 60 ans. Donc c'est 31% de la population en 2040 aura plus de 60 ans. C'est 22 millions de personnes concernées. Donc on est franco-français aujourd'hui parce que on en a déjà... C'est compliqué, on reste dans l'hexagone, on parle juste dans l'hexagone. Ça, je crois pas... Tout le monde connaît ce chiffre, mais c'est pas encore comme le dérèglement climatique où parfois on se prend des canicules, parfois on se prend des tornades, parfois on se prend ça, et on n'arrive pas forcément à le conscientiser. Et c'est OK, parce que ce qu'on est en train de dire ici, c'est que ces 22 millions de personnes concernées, il n'y a pas une vieillesse, il y a des vieillesses. Là, nous, on parle du bouleversement démographique, ça ne veut pas forcément dire qu'on va mal vieillir. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va vieillir en mauvaise santé. Et ça veut encore moins dire qu'on va forcément être dépendant. Peut-être que c'est pour ça qu'on n'a pas dit que le risque démographique était le chevalier qu'on voulait prendre en premier. Peut-être parce que c'est aussi parce qu'on ne les voit pas beaucoup, ces gens-là, dans la société. Alors que quand on se prend, comme je l'ai dit, une canicule ou un grand risque climatique dans la figure, bah, ça se voit. Donc les maisons sont détruites, etc., etc. Alors pourquoi c'est accru? Parce que les vagues de chaleur, malheureusement, ça a une mortalité accrue sur des populations plus vulnérables. Et même si je viens de vous dire que quand on vieillissait, on n'était pas forcément en mauvaise santé, le risque de vulnérabilité augmente. Et ça a un lien parce que, inversement, la dégradation de l'environnement affecte notre santé. Et même si c'est aujourd'hui très compliqué à démontrer, il n'y a pas encore assez de recul d'études, on pense que ça va accroître les risques demain de rentrer en dépendance. Alors maintenant, deuxième partie du jeu, vous êtes parti avec le personnage numéro 3. Et là, vous allez choisir qui sont vos alliés et qui sont vos ennemis. Donc imaginez, je vous ai d'office placé dans un personnage, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Vous travaillez dans une collectivité locale où vous êtes au niveau local. Alors, premier ennemi ou allié. Est-ce que l'État, c'est votre copain ou c'est votre ennemi? Pour qui l'État, c'est son copain? Pour l'instant, il ne nous fait pas trop de cadeaux à nous, mais ok. Pour qui l'État, allez, peut-être sans être ennemi, c'est un peu le frère qui nous énerve un peu. Voilà. On se retrouve un peu.
Alors, l'assureur, ami ou ennemi? On ne sait pas trop. Plutôt ami, plutôt ennemi. Ça dépend des assureurs. On est d'accord. Alors pareil, vous allez dire, il est nul ce jeu, à chaque fois je joue avec honnêteté, et à chaque fois il me feinte, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Malheureusement, vu les ampleurs des sujets en cours, on ne pourra pas se dire, j'y vais tout seul avec mon petit chevalier, et il va falloir qu'on trouve, ce qui peut-être manque un peu en France en ce moment, des coalitions, des compromis, des convergences. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Je vous propose, peut-être, je ne sais plus si, voilà. Merci beaucoup. Alors pourquoi je dis que on ne réussira pas à faire l'un ou l'autre et que c'est pas l'un ou l'autre et que c'est tous les uns avec les autres? C'est que déjà, on peut parler de cette réalité-là. C'est sur les danses, ça? Ouais. C'est la slide des danses ou pas, Cécile? Non? Ouais. Ouais, super. C'est déjà de dire que parfois, il y a des postures que vous pouvez entendre qui disent « oui, mais c'est un sujet de public », c'est vrai, en tout cas, c'est un sujet d'intérêt public, de santé publique. Comment nous allons traiter ces nouvelles vulnérabilités dont font partie, par exemple, le vieillissement et la perte d'autonomie. Et donc, certains disent « le privé n'a pas du tout à mettre sa tête dedans. C'est pas son job, on a créé une 5e branche, c'est la philosophie de la sécurité sociale, qu'est-ce que vous y feriez là-dedans ?» C'est un peu déjà, je suis désolée de vous dire, hypocrite de penser ça. Pourquoi ? Parce que la première aujourd'hui solution contre le vieillissement de la population, le premier pourvoyeur de solutions contre ça, c'est la sphère privée, c'est la famille. Et tout le monde le sait et l'invisibilise complètement. Et ça, c'est tellement devenu une réalité prégnante que ça s'est même transformé dans un risque qu'on appelle l'aidance, la situation d'aidant. Est-ce que parmi vous, vous avez déjà expérimenté, je ne vous souhaite pas, mais la situation d'être en situation d'aidance d'un proche qui puisse être plus jeune, de votre âge ou plus âgé? Par lever de main, encore, je suis désolée. Peut-être vous êtes un peu jeune, mais peut-être vous connaissez des parents que vous pouvez un peu aider, etc. Aujourd'hui, on considère que c'est de 9,3 à 11 millions de la population française qui est concernée par une situation d'aidance. Demain, ce sera un quart de la population française qui est concernée, 25%. Alors ici, c'est pas anodin, 54% de femmes, 58% en activité professionnelle. C'est la fameuse tranche où vous êtes aidant de vos parents, parents de vos enfants, tout en étant actif, particulièrement critique. Et donc, c'est une situation qui existe aujourd'hui déjà, qui est un palliatif à un manque de politique publique et qui, en fait, entraîne, pourquoi je dis que c'est un risque? Parce qu'il y a plus de chances de mourir avant son aidant, c'est ça, à partir d'un certain âge. Ça accroît les risques de mortalité précoce d'être aidant à un certain âge de ses proches. Des situations d'épuisement et des risques de santé publique dégradés. Donc quand on dit qu'on ne veut pas le priver, ça veut aussi dire que dans ce cas-là, on est prêt à se priver de la famille. Et je ne suis pas sûre que, vu les sujets de société qui sont en cours, on soit prêt à le faire. La deuxième, c'est que je pense qu'on est un peu sorti, même si bien sûr il y a toujours des dérives de cette opposition un peu factice, privé contre public. Il peut y avoir un privé vertueux, il peut y avoir de la régulation, et surtout, tout comme il y a des situations multiples, il n'y a pas un assureur, il n'y a pas une façon de faire de l'assurance, on a des philosophies différentes. La philosophie non lucrative de l'assurance, elle n'est pas pareille que servir un capital à un actionnaire, et donc elle n'est pas tout à fait incompatible avec le fait de couvrir les besoins des personnes. Donc ça, c'est aussi une réalité à connaître peut-être un peu mieux, et sur lesquelles il faut qu'on rentre un peu plus dans la partage d'informations pour se dire, il n'y a pas un privé, il y a des privés. Donc c'est comme le Nutri-Score. Quand vous allez au supermarché et que vous choisissez de la charcuterie, vous pouvez la choisir avec nitrite ou sans nitrite. Avant, vous ne pouviez pas la choisir sans nitrite parce qu'il y avait plein de lobbies pour ne pas la choisir sans nitrite. Maintenant, vous pouvez la choisir. C'est un peu pareil pour l'assurance. Vous pouvez la choisir d'une certaine façon ou d'une certaine façon. Encore faut-il que vous soyez informé. Alors ça, je voulais aussi vous partager un témoignage d'élu qui nous avait été donné lors d'une autre table ronde qu'on avait eu l'occasion de faire avec notre société. C'était le partage d'une adjointe à la mairie et qui nous disait qu'avec le désengagement de l'État sur des sujets de politique publique nationale,
il y avait en fait un effet pervers qui se faisait jour et qui n'était pas intentionnellement cherché évidemment au début, qui était qu'en voulant faire de la promotion pour la santé de son territoire, de vouloir traiter des sujets qui n'étaient pas traités ailleurs, en fait, si un territoire avait les moyens de le faire et surtout réussissait à le faire, alors il appauvrissait les territoires à côté et que donc elle observait à son niveau qu'il y avait une compétition entre les territoires qui se mettaient en place, alors qu'au début, pas forcément. Et donc que si on laisse la place à un désengagement total de l'État, ou que ce soit un désengagement total de l'État ou un surengagement total du privé, à la fin, on peut avoir un effet pervers qui est un risque de fragmentation du territoire, là, au début, on ne l'avait pas. Et donc nous, je ne sais plus si on avait une slide dédiée à ça, mais ce dont on est persuadé chez Tutélaire, c'est que la vraie solution, en tout cas sur le risque de perte d'autonomie et d'aide aux aidants, c'est une vraie synergie entre une certaine façon de faire de l'assurance et l'échelon local. Pourquoi ? Parce que vous avez forcément entendu parler qu'aujourd'hui, les salariés du privé, ils étaient tous couverts, c'est pas la peine d'aller les chercher. Ceux qui ne sont pas couverts, c'est soit les jeunes qui sont dans leurs études ou les personnes âgées qui ne sont plus couverts par des contrats collectifs. Mais pour la situation que je viens de vous décrire, du risque d'entrer dans perte d'autonomie, en fait, les employeurs, ils n'aiment pas trop couvrir ce risque, pour plein de raisons. Des raisons déjà du prix des contrats qu'ils couvrent, des raisons, comme je vous l'ai dit, de mauvaise compréhension du risque. Donc, ils ont l'impression qu'en fait, ça va concerner que des vieux et que du coup, ça va défavoriser les jeunes qui sont aujourd'hui dans leur entreprise. Et donc, en fait, on a énormément de gens qui peuvent être concernés et qui aujourd'hui ne savent pas qu'ils sont possiblement concernés par cela. Malheureusement, pourquoi il y a un autre besoin, c'est que quand les personnes prennent conscience d'être en perte d'autonomie, vous savez, ce qu'on dit souvent de la perte d'autonomie, c'est que c'était un peu l'obsèque d'il y a 20 ans. Avant, parler de son décès, c'était hyper tabou. C'était quelque chose qu'on ne préparait pas de façon individuelle parce que c'était quelque chose où on avait des croyances qui disaient mais ça va le faire arriver plus tôt et puis c'est pas ton problème, c'est le problème de la famille, ils vont gérer. Je ne vais pas vous faire un cours de socio, le délitement des structures familiales, etc. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Quelqu'un qui ne prépare pas ses obsèques, qui ne prépare pas ses proches par rapport à ça, il s'auto-juge lui-même comme étant quelqu'un qui n'est pas prévoyant pour sa famille. L'aidance et la perte d'autonomie, c'est l'obsèque d'il y a 20 ans. C'est quelque chose qui est encore, non, mais moi, imaginer ma propre déchéance, c'est trop compliqué pour moi. C'est pas comme s'imaginer mourir. On s'imagine pas mourir, mais on sait que ça va arriver. La dépendance, je vous l'ai dit, c'est encore un risque. On se dit, moi, je vais passer entre les mailles du filet. Donc ça, c'est un premier frein psychologique qui fait que quand les gens en prennent conscience, ce qu'on dit en assurance, c'est qu'on dit qu'ils sont dans le risque. Et s'il y a quelque chose qu'on ne peut plus faire quand on est assureur, c'est couvrir des risques qui sont déjà avérés. Là où on peut agir, c'est avant. Mais comment nous, on les connaît, les gens qui sont avant, surtout quand on parle de ces personnes juste un peu. Je trouve que l'échelon local est l'échelon qui est le plus adapté. D'abord parce que c'est marqué ici, sur l'APA, on a une statistique. Les départements ont la compétence des aides sociales. Donc, ils connaissent leur population. On ne peut pas sensibiliser sans proximité. Et donc, nous, on a l'expertise. Vous avez la source de la personne. Et nous, quand je dis l'expertise, on a une solution. On ne dit pas qu'on a toutes les solutions, mais on a une solution pour solvabiliser. C'est un mot qui fait peur, mais c'est-à-dire pour ne pas faire peser sur des finances personnelles et publiques déjà critiques un risque qui, demain, est un risque qui coûte excessivement cher. Donc, la solution que nous, et si vous avez des idées, je vais arrêter de parler, je vais surtout vous donner le micro, c'est avec comment on pourrait trouver au niveau local, là où nous on a l'expertise et vous la connaissance, des manières d'utiliser ces synergies et pour aller toucher ces populations. Donc on parle beaucoup de prévention, c'est le mot magique. La prévention, tout le monde en fait, mais comme tout le monde en fait, elle est de moins en moins efficace, elle est hyper éclatée, c'est quelque chose qui est à très long terme. Et donc au lieu de dire dans ce petit jeu, normalement, il finit un peu en monde bisounours ou Télétubbies avec un arc-en-ciel. Et on se donne la main parce qu'en fait, on essaye de s'accrocher à ce sujet tous ensemble et trouver des solutions. Donc vraiment, je suis d'accord, le jeu, il n'était pas génial, parce que vous n'avez pas pu trop choisir, on n'a pas les solutions, mais on peut réfléchir ensemble, c'est un peu l'essentiel de ce jeu-là. Et voilà ce que je voulais vous dire.
imaginer un modèle de prévention collectif efficace, le soutien aux aidants. Et une chose que ma collègue Flora qui est là dit souvent, c'est que prévenir la perte d'autonomie, prévenir la dépendance, c'est pas juste bien vieillir. Donc là, je reprends une discussion qu'on a eue juste tout à l'heure. Vous avez souvent, vous, dans les préventions, l'activité, la mobilité, apprendre à chuter, comment je peux organiser mon territoire pour justement limiter aussi ces risques pour les personnes âgées. Mais en fait, la dépendance, un des premiers facteurs d'entrée en dépendance, c'est les maladies neurodégénératives. Donc, c'est en fait une des préventions, contrairement à ça, c'est pas une potion magique ou une gélule, ça s'appelle le lien social. Donc, le lien social dans des territoires qui sont de plus en plus éclatés, avec des moyens de plus en plus diffus, qui parfois en plus se mettent en compétition entre eux, l'État qui ne vous donne pas d'argent, ça devient un vrai sujet. Et donc, ça renforce, selon nous, l'idée que pour réfléchir utilement à offrir en tant qu'assureur une solution qui pourrait être utile au territoire, c'est vraiment au niveau local, des gens qui ont l'expertise du lien social et qui ont la connaissance des publics en amont, avant qu'ils rentrent dans le risque, que ça se passe. Voilà. Donc on a encore quelques petites minutes. Donc si, dans ce jeu un peu bizarre que je vous ai proposé, vous avez des solutions magiques, de baguettes magiques. Ah, et tiens, et si demain j'avais la solution magique contre ce risque sur mon territoire, qu'est-ce que ça serait ? Je veux bien vous écouter parce que moi, je veux bien la développer avec vous. Voilà. Je vous remercie. Et surtout, si vous n'avez pas la réponse, mais que vous avez des questions, parce que j'ai été un peu dense sur un sujet qui n'est pas forcément encore bien déployé et bien connu, j'y réponds avec plaisir. Merci à vous.